Bonjour, bienvenue sur ce module d'auto-apprentissage à propos de l'EEG d'amplitude en réanimation pédiatrique au CHU de Nantes. Alors on a préparé ce module avec Alexandre Roger, Alexis Chénoir et puis moi-même Pierre Bourgoin et vous le recevez au mois de décembre 2016. Installez-vous confortablement, il va falloir à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour suivre ce module qui va se contenir deux des trois premières étapes. J'espère que vous êtes prêts, que la télé est éteinte, les enfants sont couchés, vous êtes bien, vous êtes contents de travailler à la maison. Allumez le son, attention à vos tympans. Et puis vous voyez, il y a des petits haut-parleurs qui apparaissent. Si vous voulez revenir sur le diaporama, je pense qu'on peut cliquer dessus pour avoir des explications similaires, mais pas tout à fait. Alors en introduction, juste pour rappeler que ce module, il rentre un peu dans le cadre d'une étude qui est menée par Alexandre Roger là dans le service sur l'implantation d'un nouveau dispositif de neuromonitoring dans la réanimation et la façon dont on l'intègre dans la surveillance infirmière. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, on va parler dans une première partie des bases un petit peu de l'EEG amplitude, comprendre ce qu'on regarde sur l'écran, en fait, comment ce signal se forme. Ensuite, Alexandre va vous parler de la mise en place de l'EEG d'amplitude. C'est très important de bien mettre en place l'outil pour faire des interprétations correctes. Dans un troisième temps, il y aura un atelier pour regarder des tracés du service qu'on a enregistré avec Alexis Chénoir et je pense qu'on va se faire ce module en fait en live, c'est-à-dire à chaque fois qu'une infirmière aura fait son auto-apprentissage, on pourra faire des lectures de G. Ce sera l'occasion de poser des questions. Et puis en fait à chaque fois qu'on progressera, on enregistrera on fera une auto-évaluation ensemble de notre capacité à introduire cet outil. Et puis à distance, on verra pour analyser votre et notre performance à utiliser l'outil et voir ce qu'on retient à distance de cet enseignement. Voilà, alors la définition, elle est un petit peu compliquée. Donc l'EEG d'amplitude, qu'on appelle Cerebral Function Monitoring en anglais, c'est une machine destinée à monitorer le tracé électroencéphalographique sur de longues périodes, allant de quelques heures à quelques jours. Elle enregistre et produit le graphique d'un signal EEG, remanié, sur papier à l'endéroulement, avec en parallèle la mesure continue de l'impédance de l'électrode. Voilà, je pense que vous n'avez rien compris à cette définition, c'est normal, c'est tout ça qu'on va expliquer dans cette première partie, qui est l'explication, les bases un petit peu physiologiques de l'EEG d'amplitude. Alors, le gold standard, c'est-à-dire l'examen de référence dans un service de réanimation, ce serait l'EEG continu couplé à de la vidéo. Alors vous avez l'habitude, puisque vous voyez beaucoup d'EEG qui sont réalisés dans le service, vous savez qu'il y a beaucoup de dérivations, d'accord, et puis un écran affiche comme ça pas mal de dérivations, et puis en parallèle, on regarde les signes cliniques sur un enregistrement vidéo. Alors, l'EEG, c'est évidemment la référence, puisque ça permet de regarder un petit peu, quand on se situe chez le prématuré, des stades de développement, et également ce qu'on appelle des fissures physiologiques, c'est-à-dire des finesses dans le tracé qui permettent de retrouver des éléments qui sont relatifs à la maturation cérébrale, par exemple. On peut aussi voir assez précisément et voir dans l'espace à quel endroit du cerveau on a des figures pathologiques, c'est-à-dire en pratique des débuts de crise d'épilepsie, des foyers épileptogènes, ce genre de choses. Ça, c'est toute une finesse qu'on n'aura pas avec l'EEG d'amplitude. D'un autre côté, le problème de l'EEG standard, c'est que ça nécessite une technique de pause assez exigeante. On a besoin du technicien de EEG. Ce technicien, il doit être disponible nuit et jour, le week-end, ce qui n'est pas possible. Et puis il faut quelqu'un également qui relise cet enregistrement, puisque cet enregistrement, il nécessite une formation médicale assez complexe, et donc il n'est pas question d'intégrer le monitoring EEG standard à la surveillance infirmière. Alors pour toutes ces raisons, on va utiliser une simplification de l'EEG standard
Donc qui dit simplification dit tout de même perte d'information, hein. On quitte le côté référence de l'examen pour avoir un élément un petit peu simplifié, mais utilisable par tous et en permanence, et c'est ce qu'on appelle le EG d'amplitude. Donc voilà. Donc l'objectif, pour comprendre comment on génère un tracé d'amplitude, c'est-à-dire passer de ce tracé de EG brut à ce tracé qui est un tracé de EG d'amplitude. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'amplitude? L'amplitude, c'est la hauteur de pic à pic des complexes, les différents complexes, on appelle ça un complexe sur le EG, c'est-à-dire les petites ondes là que vous voyez. Ici, vous avez représenté sur cette barre rouge l'amplitude maximale de ce tracé, bon, c'est à peu près la hauteur maximale. Et puis ici, l'amplitude des complexes les plus petits, donc l'amplitude minimale. D'accord ? Sur cet autre tracé brut, qui est probablement un petit peu plus pathologique, on a des tracés d'amplitude maximale qui sont plus importants et des tracés d'amplitude minimale qui sont tout petits. Alors, il faut bien avoir ça en tête. J'en profite pour vous montrer l'échelle. Donc c'est la définition sur laquelle il faut revenir, le déroulage assez rapide sur l'amplitude. Qu'est-ce que ça veut dire l'amplitude? Eh bien ici vous avez un tracé de EG standard et l'amplitude et puis sur l'axe vertical de ce vous tracé avez est représentée par la barre rouge verticale sur le bas de l'image. Donc vous voyez qu'il s'agit donc petite amplitude de la hauteur à une hauteur proche de 0 microvolts du pic et maximal. Un complexe d'amplitude normale à une hauteur de peu près 50 la barre rouge représentant l'amplitude de ce doit tracé. Avoir une hauteur un peu plus ici on a représenté un complexe avec une forte amplitude, et si vous prenez à côté, vous avez quelques complexes avec des plus petites amplitudes. Regardez l'échelle maintenant dans le rond rouge. Vous avez une amplitude en microvolts, qui est l'amplitude d'un courant électrique en vertical, et sur l'axe horizontal, le temps, avec tout en bas d'ailleurs l'électroencéphalogramme. Donc vous voyez que c'est un tracé qui défile très très vite. Donc voilà, ici on revient sur le G normal, et puis pour insister sur un point, c'est que s'intéresser à l'amplitude, ça a une grande pertinence en réanimation, d'un nouveau-né parce que malade, lorsque l'enfant va devenir malade, va être neurolésé, va avoir un problème et vous voyez qu'il y a des périodes sur ce tracé où l'amplitude du tracé est extrêmement faible. Grandes amplitudes, on y revient un tracé plus loin dans ce topo. Hypovolté par exemple. On a plutôt une dépression, c'est-à-dire un tracé qu'on a souvent dans les comptes rendus de G standard, donc des petites amplitudes. Tout ça pour vous illustrer que la maladie cérébrale, la souffrance cérébrale va en général et on va observer également une discontinuité dans ce tracé, c'est-à-dire qu'on aura une alternance de phases où on a une activité électrique soit normale, soit sous forme de burst ou de bouffée, et des épisodes du tracé où on a un tracé quasiment qui se rapproche du tracé plat. D'accord ? Donc apprécier l'amplitude, globalement, c'est intéressant en réanimation pédiatrique. Voici ici un tracé qui est pathologique. Vous voyez que probablement, mais ça mes collègues d'électroencéphalographie voudront peut-être confirmer, on a un tracé ample qu'un patient qui est en train de commencer à convulser, puisque on a des éléments là qui ont l'air rythmiques et de forte amplitude. D'accord, donc la discontinuité, encore une fois, ici là qui se majore par rapport au tracé précédent, à un enfant qui globalement a une encéphalopathie un peu plus importante. Vous voyez que la plupart du temps le tracé est quasiment plat, donc des amplitudes minimales qui sont proches de 0, entrecoupées d'épisodes, donc un tracé discontinu avec des amplitudes minimales qui sont assez basses. Voilà pour enfoncer un petit peu le clou. En haut un tracé continu avec une activité d'amplitude modérée continue, et en bas un tracé discontinu avec des épisodes simplement des petits épisodes de bouffe électrique. Alors comment est-ce qu'on traite le signal pour partir de l'EG standard dont on a vu pas mal de planches là
jusqu'à un EEG d'amplitude. Premièrement, comme tous les signaux électriques, le signal il est filtré, c'est-à-dire qu'on enlève tous les parasites, que ce soit le CG, le signal de fréquence respiratoire, également les parasites liés aux autres appareils utilisés dans la pièce. Donc on obtient cette courbe assez pure. Et ensuite on va le rectifier, c'est-à-dire que ce qui était en dessous de la courbe 0 va passer au-dessus, ce qui fait que on va dégager sur cette ligne jaune qui passe par tous les pics. Et ben cette ligne, si elle est haute, et ben on aura un complexe de forte amplitude, si elle est basse, un complexe de basse amplitude. D'accord? Et puis ensuite, on va comprimer le tracé. Comprimer, vous allez voir sur une série de cas. Donc on change d'échelle de déroulement du temps, hein, l'unité sur l'axe des X change, ce qu'on appelle comprimer le tracé, voilà, au maximum. Et ce qui fait que on va dégager une ligne en bas d'amplitude minimum, donc cette courbe jaune qui passait par les pics sur les complexes, les petits complexes, est représentée par le point inférieur de cette bande qui est en train de créer, donc c'est la bande des amplitudes maximales, et puis en haut, on a la bande qui se constitue avec les points de la ligne jaune qui correspondaient aux pics d'amplitude maximale. Donc voilà, si on ajoute tout un tas de petites lignes jaunes là qu'on a créées, sur à peu près un tracé là qui doit représenter une demi-heure à peu près de temps, vous voyez que si on le déplie, on a un EG brut, mais si on comprime tout ça, on arrive à avoir une bande assez continue, hein, d'accord, toute la bande, globalement presque toute la bande là est bleu foncé, avec en bas une bande des amplitudes minimales et en haut une ligne, des amplitudes maximales. Alors voilà, je le refais là sans avoir mis du bleu à l'arrière des diapos. J'en profite pour remercier l'auteur de ces diapositives qui est un réanimateur de Reims qui s'appelle Gauthier Leron et qui est quelqu'un qui est un expert de l'EEG d'amplitude en France et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mes études et qui nous aide un petit peu pour ce travail. Donc voilà, le G standard, on l'a rectifié, hein, le négatif est passé en positif, la ligne passe par tous les sommets de ces complexes, et on va ensuite comprimer le tracé, voilà, comprimer, jusqu'à tenir plus qu'une petite bande, et si on additionne tout ça, on va voir ce genre de tracé que vous reconnaissez si vous avez vu une fois un EG d'amplitude. Alors ensuite, on va analyser ces bandes, hein. Alors on n'est pas obligé de revenir tout le temps sur le tracé EEG standard. D'ailleurs c'est pour ça qu'on fait le EEG d'amplitude, c'est pour simplifier les choses. Mais ça me semble intéressant d'avoir pris un petit peu de temps pour comprendre comment on construisait le tracé. Alors pour l'analyser, il y a plusieurs choses. D'abord on va chercher des choses évidentes que sont les convulsions, on y reviendra en fait un tout petit peu plus tard, mais surtout on va faire une analyse globale du tracé à partir d'échelles, deux échelles très simples que je vais vous montrer dans quelques instants, et puis on va pouvoir classer le tracé comme normal, modérément altéré, ou alors des tracés beaucoup plus pathologiques que sont burst suppression ou tracé plat ou encore flat trace en anglais. Et puis dernièrement, la troisième étape, ça va être de regarder si on a l'existence de cycles veille-sommeil normaux, c'est-à-dire qu'il y a des variations d'amplitude normale, physiologique au cours du sommeil normal. Alors voilà cette première classification qui va nous aider beaucoup et qui va nous séparer des tracés normaux en haut, modérément altérés et altérés. Une précision avant de commencer, et Alexandre vous en parlera juste après, il est tout à fait important de respecter l'intervalle entre les deux électrodes. En effet, entre ces deux électrodes, si elles sont séparées de 5 cm, il y a une certaine masse de cortex, donc une masse de neurones, et c'est à partir de ces critères standards assez stricts de pose des électrodes que sont faites ces classifications. C'est évident que si on allonge l'espace entre les deux électrodes, on va prendre plus de neurones, donc on aura plus d'activité électrique, même si les variations d'amplitude vont peut-être pas changer, mais par convention, il va falloir échantillonner la même masse de neurones. Bon, à part en dehors de cet aparté,
En haut, regardez, vous avez l'échelle qui est affichée sur la gauche, 5 microvolts en bas, vous le voyez dans leur tracé, 10 et 30. Je les ai rajoutés pour qu'on voit bien. Donc sur ce tracé, vous voyez qu'on a une bande minimale qui se situe entre 5 et 10 microvolts. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de petits complexes qui se situent entre 5 et 10 microvolts de hauteur et de plus grands complexes qui sont entre 10 et 30. Donc ce tracé est normal pour deux raisons. D'abord, on a une amplitude minimale qui est supérieure à 5 microvolts, c'est-à-dire que ce n'est pas un tracé plat, et une amplitude maximale également supérieure à 10. C'est-à-dire qu'il y a une alternance dans la taille de ces complexes. Voilà, c'est un tracé normal. Tracé modérément altéré, la bande inférieure des amplitudes minimales, regardez, descend en dessous de 5 microvolts, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petits complexes, un tracé qui s'appauvrit, et un tracé également qui devient discontinu, c'est-à-dire qu'on a plus de moments de bandes blanches, regardez, dans le tracé, c'est-à-dire que ces deux moments, on a surtout des complexes de grande amplitude au détriment de tous ces petits complexes qui font le tracé de fond, des complexes de petite amplitude. Donc on imagine un tracé avec globalement assez plat et de temps en temps des complexes un peu plus grands. Et puis en bas, cette tendance se renforce et le tracé devient sévèrement altéré, c'est-à-dire que la bande inférieure est très proche de zéro, on a un tracé qui est la plupart du temps quasiment plat, et à intervalles réguliers ou un peu irréguliers, on a des moments d'enregistrement de complexes beaucoup plus amples. Donc il faut bien avoir en tête cette échelle simplifiée de Al-Nakib. Autre façon de présenter les choses, mais c'est quasiment pareil, on a l'impression que c'est du copier-coller, là quasiment, d'ailleurs l'iconographie d'illustration. Ici une autre échelle par une dame qui a beaucoup publié sur le sujet. Et d'autres façons d'exprimer les choses en anglais. Donc soit en haut un EEG d'amplitude d'allure normale, continue, avec là encore une bande inférieure entre 5 et 10 microvolts, une bande supérieure au-delà de 10 à 25 microvolts, et puis un tracé qui a l'air d'allure continue. Et puis si on descend, la bande minimale, vous voyez, descend vers 0, le tracé devient discontinu, jusqu'à obtenir, troisième et quatrième image en partant du bas, un tracé évocateur de burst suppression, c'est-à-dire que globalement la ligne minimale est à 0, c'est un tracé plat, avec un intervalle régulier, mais c'est pas toutes les secondes, il faut imaginer que ce tracé là, cette bande d'enregistrement représente une trentaine de minutes à peu près, et donc à peu près toutes les 1 minute, 2 minutes, on a une bouffée comme ça de grande amplitude. Donc c'est ce qu'on appelle le tracé de burst suppression, qui peut être soit très pathologique chez le nouveau-né, dans le cadre par exemple d'intoxication métabolique, par des maladies métaboliques, on peut voir ce genre de choses, ou alors ça peut être l'effet de thérapeutiques qui sont utilisés, comme par exemple les barbituriques, où on met le cerveau à un niveau d'activité proche du zéro pour, dans le cadre par exemple de la gestion de l'hypertension intracrânienne. Mais c'est toujours associé quand même à des états globalement sur le plan neurologique qui sont assez sévères. J'en profite pour dire une chose importante, c'est que globalement, la sédation qu'on utilise habituellement en réanimation, quand on est à des doses standards, n'influe presque pas sur le tracé de EEG d'amplitude. Et c'est pareil pour l'hypothermie modérée qu'on met en place. Ça n'a pas de grande influence sur le tracé EEG. Et puis si vous descendez, on s'approche du tracé plat. Vous voyez qu'on a presque plus de grandes ondes comme ça, de bouffées électriques, mais au contraire on s'approche de la flat trace. Et puis même des fois, en général, dans ces cas-là, ce qu'on voit comme activité de plus forte amplitude peut éventuellement être des parasites ou lorsque on capte éventuellement un petit peu d'activité de CG. Voilà. Les cycles veille-sommeil, on les voit ici bien. En A et en B, les deux schémas sont des cycles veille-sommeil normaux, avec encore, on commence par le début, une ligne minimale d'amplitude qui est entre 5 et 10 microvolts, et puis une variation de cette ligne d'amplitude minimale qui correspond à des variations physiologiques. En B, c'est une variante de la normale, et puis en C, par contre, on a un tracé qui est plus pathologique, on a moins de variations, et surtout, la ligne minimale s'approche
de 0 microvolts. Ces vaguelettes, moi, me font penser à quelque chose qui est important de clarifier. En réa pédiatrique, on s'intéresse aux nouveau-nés à terme, et en réa néonatale aussi, hein, quand on met le G en général dans un contexte d'anoxo-ischémie ou de souffrance fœtale aiguë. Attention, si les sédations et l'hypothermie n'influencent que peu le G d'amplitude, ça n'est pas le cas pour l'âge gestationnel. Vous voyez qu'avec la prématurité extrême et la croissance de l'enfant, on observe une croissance corticale. Donc en fait, la croissance corticale est profondément différente entre 24 et 36 semaines, ce qui fait que le G d'amplitude l'est aussi. D'accord. Donc à 28 semaines, vous auriez des interprétations complètement fausses de votre AEG si vous faites référence à des tracés de EG à terme. D'accord. Donc on fait bien attention. J'insiste pas parce que c'est pas trop notre travail en réa pédiatrique, mais bien important de savoir ça. Alors, cela dit, c'est une partie de l'EG d'amplitude qui doit être assez passionnante pour l'unité de réa néonate. Alors les convulsions, si on reprend, ça me paraît intéressant là de reprendre le G brut, en fait c'est une succession de complexes stéréotypés, rythmés, avec une fréquence bien particulière, de complexes de forte amplitude, hein, ce qu'on appelle la polypointe onde. Alors ici vous voyez 3 pointes suivies d'une onde, bien rythmée avec une fréquence régulière. Si vous suivez le trait rouge là situé en dessous de ces complexes de l'EG brut dans l'hémisphère droit, et vous redescendez sur le EG d'amplitude, ben vous voyez que on perd pendant un moment les complexes d'amplitude minimale, d'accord. On n'a que des complexes de grande amplitude, donc on a une encoche de forte amplitude sur le EG d'amplitude. Et c'est ce qui correspond à une crise convulsive, qui secondairement, qui a point de départ droit probablement, qui secondairement, on le voit également à gauche, et puis qui disparaît. Derrière, on a un retour à l'amplitude, d'ailleurs une amplitude qui est pathologique, un nouveau-né probablement qui est neurolésé, peut-être qu'il a une souffrance, mais vous voyez que son amplitude minimale est entre 0 et 5, c'est pas tout à fait un EG d'amplitude normale déjà, et d'ailleurs il est malade, et dans le cadre de sa maladie, il convulse. Alors, voilà. C'est la fin un petit peu de cette partie, j'espère que c'est bien enregistré. Je reviens pour conclure un petit peu sur cette échelle qu'il est important de bien se mettre en tête et pour voir d'un coup d'œil si on est sur un tracé normal ou pédagogique. Je vous laisse avec Alexandre qui va vous lors de cette deuxième partie de la technique de mise en place de l'EG d'amplitude qui est très importante. Allez, à bientôt. Voilà. On va d'abord voir le matériel nécessaire. Bien sûr, il va falloir prendre l'appareil à EEG d'amplitude, qui est composé du moniteur et du petit boîtier que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive. Et puis après, il va falloir prendre de la pâte contact, le petit pot que vous voyez à droite, ainsi que des électrodes. Alors on peut très bien utiliser les électrodes que l'on utilise pour scoper les enfants tout simplement. Nous allons donc prendre la pâte contact avec un abaisse-langue, ce qui permet de ne pas souiller l'intérieur du pot. Et puis après, avec l'aide d'un coton-tige, on pourra étaler la pâte contact sur le crâne de l'enfant. Alors comme vous voyez ici, on va d'abord dans un premier temps mettre l'électrode de référence que l'on va situer au milieu du front. Donc on applique la pâte contact avec le coton-tige. Il n'y a pas besoin d'en mettre une grande quantité, hein. Et cette pâte, une fois qu'elle est appliquée sur la tête de l'enfant, il va falloir l'étaler avec le doigt pour avoir une fine pellicule de pâte pour que l'électrode soit au contact, reste au contact de la peau le plus possible. Une fois que la pâte contact est étalée, on va pouvoir coller l'électrode en mettant la partie métallique de l'électrode au contact de la peau. Ensuite, on va relier l'électrode de référence toujours au boîtier de l'EG d'amplitude. On va la relier du coup sur la partie du boîtier où il est indiqué comme, ici en vert. On peut voir grâce à ce schéma que l'EG d'amplitude que nous allons utiliser va utiliser
4 électrodes en plus de celles de référence que l'on a positionnées auparavant, avec 2 électrodes qui sont ici représentées par des points jaunes de chaque côté, sur chaque hémisphère. Voilà. On peut aussi voir sur ce schéma que les électrodes sont positionnées de chaque côté plutôt, d'une ligne imaginaire qui se situe entre le tragus de l'oreille et le vertex. Nous allons revoir ça sur la diapositive après. Donc nous voilà sur les repères anatomiques que nous allons devoir prendre pour placer les électrodes de manière correcte. Alors on voit toujours que nos électrodes, la première électrode est en place, l'électrode de référence, et donc on va repérer le tragus de l'oreille et le vertex, et il faut que les 2 électrodes que nous allons mettre de chaque côté de la tête soient du coup de part et d'autre de cette ligne imaginaire entre le tragus et le vertex. Voilà. La première électrode, on va la mettre sur la partie antérieure de la tête, au milieu, entre le tragus et le vertex. Ça se situe souvent à la base des cheveux. On applique la pâte contact, on les tire afin qu'une fine pellicule soit appliquée, et on essaye de faire une raie dans les cheveux pour être au plus possible au contact de la peau. On installe ensuite l'électrode directement sur la pâte contact. On peut déjà voir sur la partie postérieure de la tête, donc de l'autre côté de la ligne imaginaire entre le vertex et le tragus de l'oreille, que la pâte contact est appliquée. En fait, il faut qu'entre ces 2 électrodes, on ait 5 cm. Ces 5 cm sont importants parce qu'ils permettent d'avoir un nombre équivalent de neurones entre les 2 électrodes pour qu'on ait un enregistrement de qualité. En fait, le monitorage est réglé pour que ça soit un écart type de 5 cm. Voilà, on est dans le positionnement de la 2e électrode, donc 5 cm en postérieur de manière horizontale. On fait la même chose, on applique la pâte contact, on les tire afin de créer une petite raie dans les cheveux et on applique l'électrode ensuite. Voilà, vous avez fait le plus dur. Bien évidemment, on répète cette séquence de l'autre côté, sur l'autre partie de la tête, sur l'autre hémisphère, et on vient relier après les électrodes sur le boîtier. C'est assez simple, on peut repérer les numéros de chaque côté, et on vient connecter les électrodes pour que l'enregistrement puisse démarrer après tranquillement. On a fini avec le positionnement des électrodes, on va s'occuper maintenant de la partie moniteur. Pour commencer l'enregistrement, donc on appuie sur la patient en bas à gauche, puis on appuie sur nouveau, ce qui va nous permettre de créer une nouvelle session et de rentrer l'identité de l'enfant. On appuie ensuite sur le point rouge qui permet de débuter l'enregistrement, et là on va de nouveau créer une nouvelle session. Ouais, c'est bon. On va de nouveau du coup rentrer l'identité du patient. Il faut ensuite cliquer sur le mode 5 électrodes, c'est le mode que nous allons utiliser pour l'enregistrement de l'EG d'amplitude. Ce qui va être important par la suite, ça va être la qualité du signal. En effet, un signal de mauvaise qualité va annoncer d'un enregistrement qui sera mauvais. On peut voir ici que le signal apparaît en jaune orangé, on peut voir au niveau de la flèche. Ça apparaît en haut de l'écran, mais ça apparaît aussi en bas à gauche de l'écran avec le schéma qui représente la tête de l'enfant et les 4 électrodes que l'on a mis, 2 de chaque côté des 2 hémisphères. Il apparaît ici en jaune orangé, c'est-à-dire qu'il est moyen, que le signal est moyen, et donc que l'enregistrement sera de qualité moyenne. Il est moyen parce que l'impédance est entre 10 et 20 kΩ, l'objectif étant d'avoir une impédance inférieure à 10 kΩ. Si l'impédance est supérieure à 20 kΩ, l'enregistrement sera de très mauvaise qualité, et le signal sera donc rouge. Si le signal est vert d'emblée, bravo, vous avez positionné les électrodes de manière adéquate. Si malheureusement le signal apparaît orangé ou rouge, vous allez pouvoir appliquer une goutte de sérum physiologique sous l'électrode, ou sous les électrodes. Pourquoi du sérum physiologique? C'est parce qu'en fait, il y a du sel à l'intérieur et que le sel est conducteur et donc améliore la qualité du signal. Une fois que vous avez mis cette goutte de sérum physiologique et que le signal est de bonne qualité, la réception du signal est optimale et donc votre enregistrement sera de bonne qualité.
On va ensuite appuyer sur la touche Tracer, puis sur la touche Double vague. En effet, on peut voir en bas le tracé de G, on pourrait dire classique, et puis on va voir en haut la compression de ce tracé classique, avec en haut l'hémisphère gauche et en bas l'hémisphère droit. Et donc on va pouvoir comparer les compressions du tracé sur les deux côtés. Si besoin, dans la journée, pendant vos soins, pendant des phases particulières, par exemple une suspicion de crise d'épilepsie, des procédures particulières, on va pouvoir cliquer sur l'onglet repères qui se situe en bas et donc indiquer sur le tracé ces mêmes événements qui vont du coup mettre en corrélation l'événement qui vient de se passer avec la modification possible du tracé de l'EG d'amplitude. Nous avons donc fini avec cette partie qui consistait à mettre en place l'EG d'amplitude. Nous avons maintenant fini avec ce diaporama, et puis la troisième partie va être effectuée in situ, dans le service, où nous allons vous présenter différents tracés, différents types de tracés, pour permettre de surveiller l'évolution et de repérer les tracés qui vous semblent normaux ou anormaux.